Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger. Plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Ils traitent les Africains de chiens. Il a eu une jeunesse malheureuse dans un contexte de misère générale. Il ne faut pas oublier que la Lubangui-Chari, c'était une des colonies les plus pauvres de l'Empire français, vraiment perdue au milieu de l'Afrique centrale. Il fait tuer des parents qu'il soupçonnait d'avoir comploté contre lui. Il a fait tuer des enfants, des nouveau-nés. Donc il n'y avait pas de limite à sa cruauté. Où est la preuve? Montrez-moi le film. Il faut montrer le film. Il ne faut pas parler ou écrire. Il faut prouver. Il rentre chez lui à titre de coopérant et il a une augmentation en grade, il monte en grade très rapidement parce qu'on le prépare à de futures responsabilités. Après, il devient nécessairement une sorte de pion dans le jeu néocolonial. Ici, chez nous, je ne peux pas faire le coup d'État parce que le président Boganda, qui a fondé la République, est mon oncle, le président Dako est mon cousin. Je ne vois pas la raison de faire le coup d'État alors que je suis dans un grand millier de familles. Seulement, quand ils ont voulu renverser le président Dako et qu'ils ne pouvaient pas le renverser parce que j'étais derrière le président Dako, ils ont décidé de nous couper la tête à tous les deux. Alors, comme j'ai les armes, il a fallu bien que je sauve la tête du président Dako et la mienne. C'est ce que j'ai fait. Son admiration pour De Gaulle, c'est la même lignée que son admiration pour Napoléon. C'est une énorme admiration pour les grands hommes français et pour l'armée. Donc pour lui, Napoléon, c'était l'idole absolue, et De Gaulle également, parce que c'était les libérateurs et les conquérants, des hommes puissants, des hommes de pouvoir et des grands militaires. C'était pas un dictateur fainéant au sens où il se désintéressait totalement des affaires d'État, passait sa vie dans sa résidence secondaire à faire autre chose. Il était extrêmement présent dans les affaires de l'État. On disait qu'il venait très tôt à son... Il était insomniaque en plus, il dormait donc très peu. Il dormait, je crois, 4 heures par nuit ou quelque chose. Et donc, il arrivait à son bureau, donnait des ordres, puis des contre-ordres, défaisait ce qu'il avait fait la veille, etc. Mais avait une assiduité extrême sur son lieu de travail. Oui. Il met le pays au travail. Il crée des choses. Quand vous vous promenez aujourd'hui encore dans Bangui, tout ce qui existe comme bâtiment un tout petit peu particulier, un peu impressionnant, c'est lui qui l'a fait. Le problème, c'est qu'il a pris tout cet argent, il l'a emprunté sans jamais se soucier de la manière dont il pourrait rembourser, etc. Il fouettait tout le pays en quelque sorte pour avancer. Au départ, c'était plus ou moins symbolique. Ensuite, c'était verbal avec des mots. Et à la fin, on a commencé à frapper les gens, à leur couper les mains. Et donc, on est entré dans une spirale. C'est un peu comme le hamster dans la roue. Il fallait courir toujours un peu plus pour ne pas perdre l'équilibre. Je crois qu'on l'a fait, nous, on a comptabilisé le nombre de morts à un moment donné, et on est arrivé à la conclusion qu'il en avait tué plutôt moins que la plupart de ses pairs de l'époque. Vous voyez, simplement lui, quand il les tuait, il les mettait sur la place publique et puis il le disait à tout le monde. Sa façon de défendre les femmes, c'était de tuer tous ceux qui... Ça avait été d'exécuter tous les violeurs. Quand je dis il essayait de faire le bien, ça ne veut pas dire qu'il y arrivait. Tout ça a été fait à sa manière. Il n'a aucune notion de comptabilité, il est pas analphabète, mais il est tout juste lettré. Il sait lire, écrire, compter, point à la ligne. Il a toujours mélangé totalement sa cassette personnelle et le budget de l'État. La France réagit avec un fond de racisme ou de conception des Africains où un chef africain est vu quand même comme un peu un roi nègre. On en rit, on trouve ça parfois méprisable, répugnant, mais en même temps, on ne s'en mêle pas. Et tant qu'il est utile, il reste, comme disait Lénine, l'idiot utile qu'on utilise. Et après tout, c'est un bon bougre. Avec lui, on sait ce qu'on a. De Gaulle, en privé, lui a dit, écoutez, Bokassa, arrêtez de m'appeler père, c'est ridicule, maintenant vous êtes chef d'État, etc. Et lors des visites suivantes, à chaque fois, il l'appelait papa. Donc ça s'est aggravé. Et De Gaulle avait énormément de mal à le convaincre que c'était ridicule. À un moment donné, il était 14 fois ministre lui-même, en plus d'être chef des armées, maréchal, président, père de la nation, etc. Il se prend au jeu et finalement, dans un environnement où personne n'ose lui tenir tête, il
entre totalement dans le décor et il succombe à la flatterie. Il se prend véritablement pour une sorte de version tropicale de Napoléon, peut-être doublé du génie d'Alexandre le Grand et un brin philosophique par-dessus le marché. Il le croit sincèrement, on le flatte, il succombe à la flatterie et ça devient ce bouffon, et le bouffon devient de plus en plus cruel. Le président à vie de la République centrafricaine offrait à cette occasion une soirée de gala en l'honneur des deux Martines, dont les mères sont vietnamiennes, et de leur mari, le docteur Jean-Bruno Dédé Avodé et le capitaine Fidèle Aubrou. Le chef de l'État remercia ses invités de leur présence et formula ses vœux personnels de bonheur aux jeunes époux. Un joyeux bal ouvert par les deux couples et auquel les présidents ont volontiers participé a terminé cette brillante soirée. Il a eu, je crois, 17 femmes et 54 enfants, grosso modo, sans compter les maîtresses et les enfants illégitimes. Il a la croyance que pour avoir le pouvoir de quelqu'un ou pour intégrer le pouvoir d'autrui en soi, il faut avoir possédé sa femme. Et donc il possède beaucoup de femmes et il a beaucoup de pouvoir. Et plus il a de pouvoir, plus il a de facilité. Donc c'est un peu un perpétuel mobilier qui s'entretient. Vous écoutez Bangui, la voix de l'Empire centrafricain. Des communiqués annonçant plusieurs réunions, les rues pavoisées aux couleurs nationales, les bâtiments repeints de vives couleurs, des slogans lumineux indiquent aux invités que l'Empire centrafricain, notre beau pays, et le peuple centrafricain, unis dans le Messane, notre parti unique, attendent avec fermeté le grand événement du 4 décembre, date du couronnement de Sa Majesté impériale, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. L'État, c'est moi. Le mystère, ce n'est pas que Bokassa se reconnaisse dans l'épopée napoléonienne, mais qu'il ne se trouve personne, ni autour de lui à Bangui, ni sur la sphère internationale, à le prendre un jour entre quatre yeux et lui dire « ça, tu ne peux pas le faire ». Ils n'ont pas coûté cher à mon pays. Ils ont coûté cher à tous les pays. Votre pays y a participé. Tous les pays du monde entier ont participé. Comment? Mais financièrement, vous aviez votre ambassadeur là-bas dit tous les pays ont contribué. La Belgique n'a pas échappé. Si on avait donné tout ce que cela avait coûté aux pauvres, c'était quand même une bonne idée. Ce n'est pas possible. Pour sauver un pays, il faut le présenter à la face du monde. Et le couronnement était l'occasion de faire connaître le pays. Oui. Et ensuite...